Déjà, bah, bonsoir mec, comment tu vas? Bah, excellent, toi. Bah Depuis ce écoute deuxième bien, tour là de législative. c'est ça. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire quand même que tu nous fasses un petit décryptage, parce que il y a eu beaucoup de choses très intéressantes sur ces résultats. Bah, écoute, Euh, vas-y. non, vas-y. Bah, écoute, faut dire une chose, ces résultats sont un échec pour le président de la République. Il faut savoir que c'est quand même la première fois qu'un président élu ou réélu n'a pas vraiment de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Hmm, Bon, alors évidemment, les macronistes diront que c'est une majorité relative, mais il faut regarder de plus près là-dessus, parce que ce n'est pas que En Marche. Il y a aussi derrière, il y a le Modem et Horizon. Donc, ça veut dire que hmm, Macron, là, il n'est plus tout seul. c'est Pendant ça. 5 ans, pendant un quinquennat, il était habitué à gouverner globalement tout seul. Il avait besoin que de sa majorité En Marche et il pouvait, il utilisait du coup l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement. Donc là, c'est vraiment un échec parce que il sera obligé en plus de composer avec les autres partis. Alors, on sait que il a la retraite à 65 ans, qui est une exigence, c'est pas même pas une demande, c'est une exigence de Bruxelles. Hmm. Ils Aujourd'hui, il n'a sont. pas la Hmm, majorité pour la placer. Alors, moi, j'ai eu quelques sources, quelques informations que j'ai dit sur mon Twitter, c'est que Madame Borne a en effet donné sa démission. Bon, bah, ça, après, on l'a su, cette hmm. démission a été refusée. Et aujourd'hui, Madame Borne, elle est sur la sellette, dans le sens où, en tant que chef de la majorité, elle aurait dû, c'est elle qui aurait dû, comment dire, être la directrice de campagne de ces législatives. Elle ne l'a pas été. Bon, donc elle est vraiment sur la sellette, et je sais, des sources sûres me disent que Macron travaille aujourd'hui avec Sarkozy pour essayer d'avoir au moins une cinquantaine de députés LR qui rejoindraient la majorité présidentielle. Parce qu'on a Jean-François Copé qui avait proposé un pacte de gouvernement. Il y a tout récemment là Philippe Juvin qui s'y est mis déjà aussi. Alors lui, il serait Alors, bon, peut-être qu'il va avoir un poste de Premier ministre de la Santé, on ne sait pas, c'est à voir. Et également, j'ai regardé ça, c'est tout récent, c'est Christelle Morançais, présidente des régions Pays de la Loire, qui a demandé à travailler avec le gouvernement pour c'est gouverner le fort pays. possible. Euh, Aujourd'hui, euh, Macron a besoin des LR. Je pense que entre LR et En Marche, il y a consensus sur la retraite à 65 ans, c'est sûr. Il y a aussi consensus sur les questions de crise sanitaire Hmm. aussi. Disons que c'est globalement le même discours. Après, je pense que Macron, pour avoir cette grande partie de LR avec lui, il devra, je pense, sacrifier Madame Borne. Voilà. Il devra donner Matignon, ça c'est sûr. Voilà. Au minimum ça. Et peut-être deux, trois autres ministères importants. Alors, qu'est-ce pour toi l'élément clé de ce résultat? Bah, écoute, l'élément clé, c'est quand même que ce qu'on appelle, ce que les médias appellent extrême gauche et extrême droite, représente aujourd'hui 220 députés. C'est-à-dire 40%. Ouais, C'est quand c'est même pas pas rien. rien, quoi. C'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie fracture au sein des Français et avec les appareils politiques dits de gouvernement. On voit que euh, l'alliance centriste de gouvernement et l'alliance, et on va dire la droite de gouvernement, je ne parle pas de la gauche parce que ce qu'on appelle la gauche de gouvernement aujourd'hui et chez Macron, parce que je ne vois pas le PS qui est aujourd'hui la NUP aller chez Macron, ça j'y crois pas. Je pense que là on a affaire vraiment à la gauche de la gauche au sein du PS. Eh bien, on peut dire que voilà, les soi-disant partis de gouvernement sont totalement discrédités. Voilà, moi je vais te dire, j'ai suivi des candidats. Voilà, j'ai suivi des candidats, je les ai filmés et tout, et donc je les ai suivis dans des marchés, je les ai suivis à des collages Hmm. et sur le terrain.
Et je remarquais quand même que les gens étaient très réticents à prendre les tracts, par exemple. Ouais, dès que ça parlait politique, ils trouvaient des stratagèmes pour pas prendre les tracts, pour je sais pas moi, contourner les militants. Enfin, c'était voilà, c'est quand même la première fois que je voyais quelque chose comme ça. D'habitude, tu donnes un tract, le gars il le prend et à la rigueur il le jette et basta. Mais là, vraiment, il y a une vraie répulsion, quoi. Et même les candidats dits citoyens ou dissidents, des choses comme ça, même eux ne trouvent pas grâce aux yeux des gens. D'ailleurs, on voit que les candidats hors parti, NUP, même RN, hors étiquette, n'ont pas fait les scores que l'on pensait. C'est-à-dire qu'on croyait que les candidats citoyens allaient apporter une sorte de vent de fraîcheur. Bon, ils l'ont apporté. En tout cas, ils n'ont pas apporté électoralement quelque chose. Voilà, ce que je pense dommage. Après, après pour moi, il y a quand même il y a quand même l'abstention a été historiquement haute. Personnellement, si je compare les chiffres, elle est de 54 pour 57, était de 57% au deuxième tour en 2017. Et là, là, elle est de 54 à peu près. Donc, c'est un peu moins. Mais quand même, ça pose question. Les Français, j'ai l'impression que les 70% des jeunes de 18-34 ans ne sont pas allés voter. Ça pose un sérieux problème. Ah, c'est vrai qu'il y a une génération entière qui se désintéresse totalement de la politique, ça c'est sûr. Après, il faut savoir que pour les législatives, surtout après un quinquennat où, avant tout présidentiel, on a eu un président avec tous les pouvoirs, les gens ont pu se dire, ah, bah tiens, à quoi ça sert d'aller voter pour un député? À quoi il sert? Bon, parce que visiblement, il n'y a pas d'opposition. Même si, sur cet entre-deux tours, je pense qu'il y a une partie d'un électorat, alors pas forcément les jeunes, mais une partie d'un électorat peut-être plus âgé, un peu plus politisé, qui s'est remobilisé en se disant, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Après, il faut savoir, bon, on est quand même sur une période où on parle avant tout de la guerre en Ukraine. Tu vois, donc, évidemment, c'est alarmiste. L'information nous explique qu'il est possible qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale, que la Russie envoie la bombe atomique, qu'à cause de la Russie, l'essence va être à 3-4 euros, que peut-être qu'on va mourir de faim. Bon, donc, on a aussi conditionné les gens pour qu'ils n'aillent pas voter. Il ne faut pas oublier aussi qu'on sort de 2 ans de crise sanitaire. 2 ans de crise sanitaire où on a sédentarisé la population. C'est-à-dire qu'on lui a dit, vous ne serez pas en danger entre vos 4 murs. Vous avez Netflix, vous avez la télé, vous avez de quoi vous occuper avec Internet. Restez chez vous. Voilà, restez chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Et il faut se dire, certains l'ont cru. Alors, on parle des jeunes. Alors, les jeunes, en effet, sont très dépolitisés. Même les jeunes, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ils se dépolitisent physiquement, mais ils se politisent peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà. Et peut-être que les jeunes n'ont pas la culture d'aller, de sortir de chez eux et d'aller physiquement en découdre pour parler politique. Ça, c'est possible aussi. Moi, je le remarque lorsque j'avais 18 ans, donc en 99, hein, c'était pas il y a très longtemps, mais quand même. Moi, j'ai adhéré au RPR à l'époque. Et parce que je voulais physiquement vivre des aventures politiques. C'est-à-dire, je voulais faire le tour de France, je voulais rencontrer des gens, je voulais faire des meetings, je voulais animer des meetings, voilà. Et je voulais sortir de chez moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais revenir à ça. Lorsque moi j'étais président d'un parti jeune, ça s'appelait les jeunes sarkozystes, nous étions 30 000. 30 000 quand même. Oui, aujourd'hui, je remarque que le plus grand parti jeune possède 1500 jeunes. Et encore,
ils ont étiré l'âge jusqu'à 35 ans et même peut-être même quasiment 40 ans, alors que chez moi, c'était 30 ans maximum. Voilà, le mec, il avait 29 ans, il finissait les 29 ans, c'était plus un jeune. Il était plus de 30 000. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a un changement générationnel, peut-être par les réseaux sociaux aussi? C'est possible. Est-ce que les gens se disent, tiens, je suis plus efficace en étant sur Twitter, sur TikTok, par des messages qui peuvent avoir des dizaines de milliers de vues, plutôt qu'en donnant des tracts ou en essayant de convaincre une personne sur un marché? C'est possible aussi. Ça, pour le coup, j'ai pas la réponse. Malgré tout, moi, je pense que rien ne vaut le terrain. Je pense, d'ailleurs, tu l'as bien vu. Tu participes aux manifestations, tu es physiquement présent et tu vois quand même que aller aux manifs, ça te, comment dire, déjà, ça t'apprend des choses. Et puis, tu as des aventures humaines. Et c'est ça qui importe, ce que tu ne peux pas avoir derrière des réseaux. Voilà, il faut que les partis politiques réapprennent à cette génération que, en fait, rien ne vaut les histoires communes que l'on a eues ensemble. Et c'est là aussi la faiblesse de la Macronie, c'est que, étant donné que ce sont des gens qui viennent de la société civile, qui n'ont pas de parcours politique, ils n'ont pas ensemble d'histoires communes. Moi, je vais te dire, il y a des gens que je connais, qui sont dans les partis, malheureusement certains sont en Macronie, que je connais depuis 20 ans, tu vois, avec qui on a grandi ensemble, qui on a bourlingué ensemble, qu'on a fait le tour des universités, on a collé ensemble. Et ça remplace. Il y a rien qui peut remplacer ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes la Macronie, il n'y a pas de solidarité entre eux. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a une affaire, tout de suite, il est lâché. Bon, c'est une nouvelle façon de faire, si je puis dire. Alors, est-ce qu'il y a quand même aussi deux autres éléments que j'ai retenus là, c'est quand même la percée du RN. Parce que bon, je l'appelle ça percée parce que franchement, passer de Ouais, 8 députés à 90, 89, je crois, c'est ça. Quand ouais, même, bon, c'est inédit en sachant que c'est ce parti-là, les élections législatives n'ont jamais été vraiment leur fort. c'est Donc, vrai. et pourtant, l'abstention était très forte aussi. Et l'abstention, ça favorise le pouvoir en place. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même eu, sur l'entre-deux tours, il y a eu une plus faible abstention, pardon. Et je pense que cet électorat RN s'est remobilisé. Ils se sont dit, c'est possible, il y a quelque chose qu'on peut faire. La NUP, on lui prédisait quasiment 200 députés. En réalité, elle en a eu 131. Je pense que la NUP s'est vue un peu trop beau dans l'entre-deux tours, mais que l'électorat RN, y est allé gonfler à bloc, se dit, bon, on n'a rien à perdre. On va donner des députés à nos candidats. Et là, pour le coup, euh, c'est quand même une forme d'espoir parce que ça démontre qu'il y a quand même des électorats qu'on ne croyait pas, qu'on croyait qu'ils s'abstenaient, qui se remobilisent. Ça veut dire qu'ils ont encore des espoirs, ils ont encore certaines croyances. Et donc, ça c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, en réalité, le RN aujourd'hui, c'est lui le vrai parti d'opposition, alors que les médias nous ont vendu entre la fin du second tour des présidentielles et dimanche dernier, ils nous ont vendu comme Mélenchon opposant numéro un. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Parce que la NUP, c'est 4 partis. C'est 4 partis qui vont se dissocier. Chacun voudra son groupe. Alors, il faut que tes auditeurs sachent que lorsqu'un parti a un groupe, parce que pourquoi ces partis-là ne voudront pas avoir un groupe unique? Parce que c'est pas compliqué. Ils ne veulent pas être absorbés par la France insoumise. Et il faut savoir aussi que lorsque un parti a un groupe, il a des moyens en plus. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale lui donne un secrétaire général, un président, un bureau, une administration. Et ça fait de l'argent en plus. Donc, le PS qui a 1,7, normalement, si le PS ne rentrait pas dans la NUP,
Normalement, ils auraient dû avoir 5 députés maximum. Pareil pour le Parti communiste. Et en fin de compte, ils se sont retrouvés chacun à 27, 28 députés, ce qu'ils n'espéraient pas en fait. Donc, pour moi, le grand gagnant en réalité, hormis le RN, ce sont les socialistes, les communistes et les Verts qui ont réussi à avoir un groupe et qui ont réussi à avoir à nouveau du financement public, parce que les Verts, il faut savoir qu'ils n'avaient plus, ils avaient 0 député pour chaque dernier quinquennat. Et là, ils se retrouvent à 20, 25 députés, ce qui leur fait déjà du financement public en plus. Et l'erreur aussi de Mélenchon, c'est de ne pas être allé aux législatives. Du coup, est-ce que sa parole ne va plus exister? C'est possible. Parce que là, il n'est plus député. Quelle serait sa légitimité à Jean-Luc Mélenchon à parler dans les médias, sachant que la France insoumise n'est pas vraiment un parti comme les autres, mais une forme de mouvement. Donc, est-ce qu'il sera, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, tu vois, comme peut avoir LR, comme peut avoir, ou un secrétaire général, comme peut avoir En Marche ou le PS. Là, c'est soi-disant, ils sont tous un peu porte-parole. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique qu'il a faite, sachant qu'il va avoir donc 80 députés qui voudront chacun d'eux avoir une forme de leadership. Ouais, c'était bon. Alors, il a eu sa petite hype pendant un mois. Ben là, je pense qu'il va très vite redescendre sur terre. Parce qu'on on avait vanté la fameuse union des gauches, mais à peine entré à l'Assemblée nationale, ça n'a pas duré. Ils se sont Non, tous, mais en fait, l'union des gauches, c'est bidon. L'union des gauches, c'est bidon. Il n'y en a qu'un qui a réussi à le faire, c'est François Mitterrand. Et encore, il l'a fait seulement lors des élections. Et encore, bon, ça a duré à peu près 2 ans. Et rappelle-toi, en 83, lorsque François Mitterrand avait mis des ministres communistes et qu'il était allé dans ce qu'ils appelaient à l'époque la rigueur, eh ben, il a perdu ses communistes. Donc voilà, l'union des gauches, c'est trop compliqué à gauche, parce que le problème de la gauche, c'est qu'un électeur de gauche n'est jamais satisfait. Tu n'es jamais assez de gauche, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais dire, voilà, je vais vous filer un SMIC à 10 000 euros. Voilà, j'ai une connerie. C'est jamais assez. Voilà, je veux dire, ouais, bon, ok, j'ai un SMIC à 10 000 euros, mais bon, j'ai pas la villa qui va avec, je comprends pas, tu vois. Donc, tu n'es jamais assez de gauche. Mitterrand a eu ce problème, Hollande a eu, Jospin a eu ce problème, Hollande a eu ce problème. Donc voilà, donc ça, ce qui s'est passé, c'était vraiment prévisible pour le coup. Alors, concernant la majorité présidentielle, on a vu quand même des ministres qui se sont fait jarter. Ouais. Ça, c'était quand même assez réjouissant. Tu as Amélie de Montchalin, je crois. Tu as Brigitte Madame Bourguignon, Bourguignon. de quelques dizaines de voix près, de ce que j'ai cru comprendre. Et c'est en Outre-mer, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, madame, je ne sais plus, ouais, une députée de Guyane ou de Martinique, je ne sais plus exactement. C'est ça. Bah oui, c'est problématique pour eux, hein, c'est problématique pour eux. Du coup, il sera obligé de former à nouveau un autre gouvernement. Écoute, le fait que Emmanuel Macron ait annulé le Conseil des ministres prouve des choses. Oui. Prouve que la Macronie est en panique et qu'ils vivent une crise institutionnelle. Voilà. Ils vivent une crise institutionnelle. Là, ce qu'on appelle la majorité, la présidentielle n'a pas de majorité. Ça ne s'est jamais vu. Et normalement, lorsque ça se passe ainsi, le Premier ministre doit partir. Et d'ailleurs, Madame Borne a remis sa démission. Alors, ok, pour l'instant, ça a été refusé, mais pour moi, son poste ne tient qu'à un fil. Je vais te dire, si demain, la grande majorité des LR se dit, voilà, nous venons, je sais pas moi, nous fondre dans la majorité présidentielle avec peut-être Horizon ou que sais-je, eh bien, Madame Borne, et qui demande le poste de Premier ministre, eh bien, Madame Borne saute, c'est sûr. C'est une évidence. Donc, elle sera au mieux
un Premier ministre très affaibli. Parce qu'il faut savoir là, est-ce qu'elle aura la confiance de l'Assemblée nationale? Pas l'oublier, ça. Voilà. Donc, alors je ne sais quand, je sais que le 5 juillet, il y a une motion de censure qui est apportée par la NUP. Donc, bon, je ne pense pas que là-dessus, la NUP sera majoritaire. Mais on aura la confiance du gouvernement. Alors, quand, on n'a pas encore la date, mais je pense que ce sera, à peu près au même moment que la motion de censure, peut-être même avant la motion de censure. Donc, du coup, la motion de censure, bon, je pense que ça ne servira pas à grand-chose. Mais donc, voilà. Donc, là, Macron va devoir cogiter. Et puis, il y a un truc aussi, on n'en a pas parlé, mais là, je vais relever. C'est ce qu'avait dit Dupond-Moretti. Alors, Dupond-Moretti, le soir du second tour, a dit, concernant les députés RN, nous pouvons, sur certains points, faire du chemin ensemble. C'est quand même pas rien ce qu'il a dit. Alors, les gens n'ont pas beaucoup relevé, les médias n'ont pas relevé, mais quelqu'un qui se dise du centre fasse des appels du pied comme ça au RN, ça paraît quand même assez bizarre, quoi. Il y a plus grand bruit de ça, pourtant. Oui, normalement, c'est pas normal. Théoriquement, c'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, la Macronie sait que c'est chaud pour leurs fesses. Et tu as vu, on a parlé des ministres battus, mais il y a aussi des Ouais. ministres qui ont été réélus. Alors, par exemple, tu as Véran en Isère, par exemple. Tu as Gérald Darmanin aussi qui a été réélu au Touquet. Et tu en as un autre là, Clément Beaune, le fanatique, le pro-UE à fond, là. Alors, Ça, c'est un peu moins réjouissant. C'est pas ultra surprenant. Pour une raison simple, c'est que les endroits où ils ont été réélus, ça reste quand même des fiefs importants, malgré tout. Donc, bon, c'est pas. Moi, ça ne me surprend pas. Tiens, voilà, je remets un peu de lumière. Moi, ça ne me surprend pas. Voilà. Donc, bon. Non, c'est pas surprenant. Tourcoing, il faut savoir que Tourcoing, la cirque de Tourcoing, c'est celle de Christian Van Est. Parce que M. Darmanin, il faut savoir que Darmanin et moi, on se connaît très bien, hein, on est de la même génération, on a bourlingué ensemble à l'UMP. Donc, la circonscription de Tourcoing, Darmanin était l'assistant parlementaire de Christian Van Est. Van Est était député de cette circonscription depuis 1993. Donc, c'est vraiment un fief pour le coup. Grenoble, c'est un fief socialiste, enfin anciennement socialiste. Véran, en plus, vient du Parti socialiste. Clément Beaune, je crois que c'est le centre de Paris, donc c'est pas pareil. Oui, c'est pas surprenant qu'il soit réélu. Moi, j'imagine aussi qu'à Tourcoing, parce que Darmanin est quand même, je crois, il est élu municipal. J'imagine qu'à Tourcoing, il y a quand même du clientélisme, hein. Donc voilà, c'est pas surprenant là-dessus. Les votes sont pas mal achetés. Et puis, bon, on leur a pas mis non plus des caïds face à eux. Il faut se dire les choses. Concernant LR, on a bien vu que là, LR est déchiré entre les pro-Macron et ceux qui refusent de s'allier à Macron. Bon, on a vu l'exemple avec Copé et Morancé et d'autres là. Mais est-ce que LR ne risque-t-il pas d'imploser avec cette affaire? Pour moi, LR, c'est vraiment qu'une question de temps avant qu'il soit fini, quoi. Vraiment, qu'il fasse faillite. LR, ça ne représente plus rien. Voilà, ils sont 4,80 au présidentiel. Ils ont perdu de l'argent. Là, ils viennent encore de perdre 30 députés. Moi, je ne les vois pas renaître. Ils n'ont pas les personnalités de premier plan qui pourraient. Voilà. Je pense que c'est un parti moribond parce que les gens voient en LR une sorte de supplétif d'En Marche. Ils ne sont pas assez différents d'En Marche pour que les gens se disent ah ben tiens, on va voter pour eux. Par exemple, je vais donner un exemple. LR a perdu le député
déjà n'a plus de députés, à 0 député sur Paris. Et même sur l'ouest parisien, par exemple, le 16e arrondissement, ils ont perdu leurs députés. Voilà, franchement, ça, je n'aurais pas cru que ça arriverait un jour. Donc, peut-être que leur seule chance de survie, c'est justement cette négociation de marchand de tapis que pourrait avoir Sarkozy avec Macron et dire, voilà, je vous apporte 50, 60 personnes de LR dans la majorité présidentielle. Mais bon, ça signifierait que peut-être, certes, LR survivrait, mais du coup, serait une sorte de supplétive. En fait, LR serait genre le Parti communiste français, quoi. Pas plus. Concernant la majorité absolue, est-ce que tu penses que Macron pourrait l'avoir? Parce que là, bon, il y a les LR, mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le PS aussi, les Verts, les écologistes. Sur certains points, ils sont tout à fait d'accord. Par exemple, sur les questions sanitaires. Je vais te dire une chose. Sur les questions sanitaires, je pense que 95% des partis politiques et des députés, des sénateurs sont d'accord. Que ce soit la France Insoumise, que ce soit PS, que ce soit les Verts, ça là-dessus, je pense qu'il y a un vrai même au sein du Rassemblement national. Alors évidemment, au Rassemblement national, tu as des gens qui n'ont pas voté pour, mais soit ils se sont abstenus, soit, bon, comme l'a dit par exemple, là c'est Reconquête, mais comme a dit Zemmour, par exemple, Zemmour avait dit, ah, c'est pas un sujet. Bon, je pense que là-dessus, en réalité, à part le sénateur Houpert, Gravier aussi. Et quelques-uns, voilà, je pense que c'est plus un clivage. Là-dessus, c'est plus un clivage. Après, moi, je ne vois pas le PS et les écolos aller chez Macron. Je pense que Macron a pris les derniers verts et écolos compatibles. Voilà. Il a pris Pompili, il avait pris l'époque de Rugy, il a pris certaines prises du PS aussi, comme monsieur, par exemple, monsieur Véran. Je pense que aujourd'hui, ce qui restait des Verts et du PS sont beaucoup trop à gauche pour Macron. Il faut savoir que pour la NUP, Macron, c'est l'ultralibéral, la droite, voilà, c'est plus un des leurs, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les socialistes, à la rigueur, qui pourraient être Macron compatibles, qui ne sont pas encore en marche, c'est la frange, Cazeneuve, voilà. Mais bon, ceux-là, ils sont. Je crois qu'il en reste plus beaucoup à l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils sont 5-6, voilà, des Cazeneuve, la frange Hollande, des choses comme ça, quoi. Mais sinon, voilà, je pense pas que ça viendra de la NUP. Je pense que la NUP, c'est solide sur sa gauche. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ça pose question si la France est, pour le moment, on peut pas dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un pays ingouvernable pour le moment? Faudra voir, on saura au niveau de la question au gouvernement. Parce que, ok, d'accord, ils n'ont pas de majorité absolue, c'est vrai. Mais est-ce que la NUP, LR, parce qu'imaginons LR ne rentre pas au majorité présidentielle, voilà. Imaginons que ça reste en l'état. Est-ce que la NUP, LR et RN pourraient voter ensemble des propositions communes ou des défiances communes? Je ne suis pas sûr quand même. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que là, la NUP, 5 juillet, défiance au gouvernement, ok, mais est-ce que la RN va le voter? La question. Ça, quand même, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de majorité relative. Cette majorité relative peut leur suffire. Je veux dire, il y a des textes, surtout les textes économiques, où LR, même sans rentrer au sein de la majorité présidentielle,
pourrait voter pour. Je pense, très sincèrement. Voilà, parce qu'il faut savoir que lorsque tu es, tu vois, à l'Assemblée nationale ou tu es au Sénat, être contre quelqu'un, c'est une chose. Mais t'associer à ce qu'on appellerait tes propres adversaires pour être contre ce quelqu'un, c'est une autre. Ça ne signifie pas qu'en fait, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est pas forcément le cas. Moi, je te dis, je ne vois pas, par exemple, le RN s'associer à la NUP pour voter la défiance. Déjà, je pense que la NUP refuserait, parce que ça voudrait dire qu'il serait associé à ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, ça voudrait dire que Madame Obono voterait, ou Madame voterait avec, ou Monsieur Corbière, ou Madame Garrido voterait avec Madame Le Pen et je ne sais qui encore, et Laure Lavalette. Voilà, donc ça me paraît quand même compliqué, tu vois. C'est-à-dire que ce que pourraient faire ces partis, c'est s'abstenir. Mais s'ils s'abstiennent, en réalité, ils ne votent pas contre. Donc, du coup, les voix de la majorité présidentielle suffiraient. Voilà. Après, moi, je vais te dire une chose. Il faut bien regarder le quinquennat de Macron. Quelles sont les grandes réformes de Macron, en réalité? Il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de grandes réformes de Macron. Alors, il y a la crise sanitaire, mais la crise sanitaire, ce n'est pas une réforme. Pas une réforme, crise sanitaire. Voilà, c'est des lois qu'on met en place, sur un moment donné. Alors peut-être que ce moment donné sera définitif, c'est possible. Mais là-dessus, crise sanitaire, il y a consensus. Bon, il n'y a pas eu de réforme structurelle. Donc, en réalité, on ne peut pas savoir comment la droite républicaine, pas dite républicaine, agirait. Moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, je pense que, déjà, hormis, on va dire, et puis il y a une autre chose, c'est que hormis cette fameuse réforme des retraites, quelle est la prochaine grande réforme structurelle de Macron? Je ne sais pas non plus, on n'en a pas parlé. Donc, on n'en sait rien. Donc, peut-être qu'en réalité, Macron a été peut-être remis en place essentiellement pour cette réforme structurelle. Alors oui, il y a eu, réforme de l'assurance chômage, mais ça, c'est des choses, déjà, ce n'est pas une grosse réforme comme celle des retraites, même si ça impacte certaines personnes, c'est vrai. Mais ça, là-dessus, je pense qu'il peut y avoir consensus avec LR. Voilà. Mais après, pour moi, Macron, il a été placé sur ce deuxième quinquennat avant tout sur la crise sanitaire, voilà, parce qu'il va prolonger les mesures crise sanitaire, et là, il y a consensus, et pour taper dans le social. Donc, s'il tape dans le social, moi, je pense qu'il aura la majorité avec LR sans avoir besoin de les incorporer dans sa majorité. Alors, qu'est-ce que tu penses ce qui se passerait par la suite? Alors, moi, je vais te dire, je pense que ça va être très chaud, très compliqué. Il y a eu 2 annonces de fait par Madame Lagarde, qui est présidente de la Banque centrale européenne, qui ont été très peu médiatisées, pour ne pas dire pas du tout. D'abord, elle a expliqué que, sur son blog et en anglais, elle a confirmé après, toujours en anglais, que le quoi qu'il en coûte, c'était fini à partir du 1er juillet. Bon, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce que le quoi qu'il en coûte? C'est pas quelque chose de français. Enfin, le terme quoi qu'il en coûte peut-être est français, mais la politique en elle-même ne l'est pas. C'est un rachat de dette de la Banque centrale européenne. Ça veut dire que la Banque centrale européenne imprimait de l'argent qu'elle donnait à Macron, qu'il distribuait aux gens pour en gros qu'ils ferment leur tronche. Voilà, il tenait les gens avec ça. Donc, il tenait les restaurants, il tenait les entreprises, le chômage partiel, les 1500, ou parfois même, à un moment donné, il donnait, je crois, le différentiel de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, il tenait les gens avec ça. Une partie d'aussi, il a pu aussi bloquer une partie des hydrocarbures, du gaz, de l'essence. Par exemple, les 100 euros, rappelle-toi le chèque de 100 euros. Là, les 18 centimes par litre. Et tout ça, ça ne suffit pas. Voilà. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, tout ça, ça ne suffit. Attends, j'allume la lumière parce que j'aurais plus de batterie.
Pardon, excuse-moi. Ah, Je vais te demander d'être court parce qu'il me reste à peine 4 minutes. Sinon, après, il ne ok, faut pas s'en faire son pot. d'accord. Donc voilà. Donc, tout ça, le fait de payer les gens, de subventionner les gens, tout ça, c'est fini. Bon. Deuxième point, la Banque centrale européenne a dit qu'elle augmentait ses taux directeurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de taux négatifs. 1%, c'est 80 milliards de dettes en plus au budget de l'État. On parle de 5% d'ici décembre. Ça veut dire 5 fois 80 milliards. Ça veut dire 400 milliards de plus. Parce qu'on augmente les taux directeurs pour enrayer l'inflation. Les gens gagneront toujours les mêmes salaires. Moi, je pense qu'à partir de septembre, on va avoir des mouvements sociaux très importants. Très importants. Parce qu'il va falloir faire avaler la retraite à 65 ans. Rappelle-toi, Macron a dit que la retraite à 65 ans, ce sera effectif en août prochain, c'est-à-dire dans un an déjà. Donc là-dessus, il y aura des remous. Et couplé à l'inflation, salaires les mêmes, moi je pense qu'il va y avoir une crise économique comme jamais nos générations, et même la génération de nos parents n'ont connu. Qui dit crise économique veut dire des remous, c'est-à-dire qu'il va y avoir les gilets jaunes fois 1000 ou fois 10 000. Et ça là-dessus, alors je ne dis pas que c'est une chance, mais ça peut permettre un basculement. Voilà. Les gens, ils peuvent être piqués 150 fois s'il le faut, c'est pas grave. Ils peuvent vivre avec des passes et des je sais pas quoi, c'est pas grave. Mais ils peuvent pas vivre avec 30, 40, 50% de richesse en moins. Ça, c'est pas vrai. Donc là-dessus, il faudra, je pense, se tenir prêt. Et là, Macron, il va avoir chaud aux miches. Ça, je peux te le dire. Mais ça fait 18 mois que j'en parle sur YouTube et sur Twitter. Et ça arrive, hein, et ça arrive. Et malheureusement, ça, il n'y a personne qui peut, sur la droite, la gauche, RN, NUP, ou tout ce que tu veux, personne ne pourra le contrôler, ça. Ce sera le mot de la fin. Bah, merci Mike pour ton invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Et sur ce, à une prochaine. Ben, à la prochaine manif, sûrement, hein, ou au C'est ça. prochain événement qu'il y aura ensemble, qu'on fera ensemble. Merci à toi. Allez, salut, bonne soirée. Salut, bonne soirée, ciao.